Bruno Aliwa, bonjour, merci d'être avec nous ce matin en ce Yom HaShoah. Bonjour Lise. Alors Bruno, vous êtes avec nous pour la sortie de votre nouveau livre, Les médecins d'Auschwitz, préface de Claude Quetel, paru chez Perrin, je le montre à l'antenne. Et en fait, quand j'ai lu votre livre, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous recevoir en ce Yom HaShoah. Alors, on va rappeler quand même qui vous êtes. Vous êtes dermatologue, titulaire d'un DEA d'histoire contemporaine, chargé de cours à l'université Paris-Sorbonne, chroniqueur sur France 5, puis également sur Radio J, bien sûr. Vous êtes l'auteur d'une centaine d'articles consacrés à l'histoire de la médecine. Vous avez notamment publié Blouse blanche, étoile jaune en l'an 2000. C'était pour l'ouverture des archives de l'assistance publique, si je me souviens bien. Le procès des médecins de Nuremberg en 2007, les 948 jours du ghetto de Varsovie en 2018 et leur Seconde Guerre mondiale en 2020. Alors, première question, qu'est-ce que pour vous représente le Yom HaShoah ? Pourquoi est-ce important, on imagine ? C'est un jour unique dans le calendrier à la fois hébraïque et puis pour nous, c'est le souvenir de la disparition de 6 millions de Juifs. C'est une cérémonie fondamentale parce qu'elle est marquée bien sûr par la lecture des noms. Cette lecture des noms est extrêmement émouvante. Elle est l'occasion de se rappeler le souvenir d'hommes, de femmes, d'enfants dont la vie a été interrompue au cours de la Shoah. Et puis surtout, elle permet de comprendre l'importance de l'extermination. C'est-à-dire que quand on voit que en commençant hier les noms, la lecture des noms et en la poursuivant jusqu'à ce soir, on n'arrivera seulement qu'à égrener les noms de la moitié des déportés juifs de France. Oui. Dont on rappelle que 76 000 personnes, c'est-à-dire qu'on ne pourra parler, en fait, on ne pourra réciter en 24 heures que le nom de 38 000 personnes. Oui. Et quand on imagine 6 millions de juifs qui ont été tués, imaginez-vous, il faudrait probablement 1 ou 2 ans pour donner le nom de chacun d'entre eux. Donc, bien sûr, ça montre l'importance de ce génocide qui est bien unique sûr dans l'histoire. Puis ça leur donne une sépulture quelque part. Le fait qu'on prononce leur nom, qu'on le fasse entendre, c'est quelque chose de très important. Alors, ce qui est très important aussi, bien sûr, c'est votre ouvrage, Les médecins d'Auschwitz. Pourquoi cette thématique, Bruno ? Alors, en fait, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que j'ai longuement écouté souvent les témoignages des déportés, et tous les déportés qui ont survécu disent qu'ils ont survécu après ou grâce à l'intervention d'un médecin déporté juif qui les a aidés à un moment donné. Et ça m'a un peu marqué parce qu'à chaque fois, quand on est médecin, on interroge son patient. Le patient vous dit, ben voilà, j'ai eu une fracture, j'ai eu une blessure et j'ai été soigné par un médecin juif à Auschwitz. Et donc, ça m'a conduit à m'intéresser à la vie, en fait, à ces médecins juifs. Et puis, en fouillant un petit peu plus, je me suis aperçu que les médecins juifs à Auschwitz, beaucoup, parmi ceux qui ont survécu, ont livré leurs témoignages, parfois après dans des ouvrages, parfois dans des thèses de docteurs en médecine. C'est-à-dire qu'en 1945, vous avez des juifs roumains qui, en fait, étaient des étudiants en médecine, qui ont passé leur thèse de docteur en médecine à la faculté de médecine de Paris et qui ont écrit des thèses à propos de mon expérience, notamment Désiré Hafner ou Abraham Littner. En fait, ils ont fait, ou le docteur Moscovici ont en fait évoqué le souvenir de leur expérience qui était unique. Et puis, par ailleurs, il y avait l'autre versant, c'est-à-dire dans le même lieu, dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, il y avait toujours à la fois des médecins juifs déportés et puis des médecins non juifs déportés, et puis également il y avait des médecins nazis. Et c'est vrai que
je me suis également intéressé, je me suis dit que finalement, ce qui nous rapproche en tant que médecin, c'est souvent une confraternité, une même formation. On a été tous élevés dans l'idée qu'il fallait, on avait une certaine éthique. Et je me suis demandé, mais quelle a été cette confrontation entre, d'un côté, les médecins SS et de l'autre côté, les médecins juifs. Et ça m'a intéressé parce que c'est des médecins qui avaient pratiquement le même âge, la même formation médicale, mais qui se sont retrouvés dans deux positions différentes. L'un, vous avez des médecins SS qui ont fait des actes éthiquement inacceptables. Épouvantables. On ne va pas tout citer au micro, tout est dans le livre. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez des médecins juifs déportés qui ont été confrontés à des situations uniques et qui, en fait, ont eu des attitudes éthiquement extraordinaires. Alors, vous parlez, je veux citer le nom peut-être de l'un d'entre eux, du professeur Weitz. Oui, en fait, Weitz, je crois qu'on dit Weitz. En fait, ce qui se passe, c'est que paradoxalement, les médecins, en fait, dans chaque convoi, il y avait des médecins juifs. Oui. Et en fait, pour faire croire que la destination était le travail, jusqu'au dernier moment, les nazis, le plus souvent, dans tous les convois, enfin c'est assez fréquent, avaient ce qu'on appelle dans les convois un wagon sanitaire dans lequel travaillaient des médecins juifs qui, alors certains vont réaliser des accouchements dans les wagons qui se destinent à Auschwitz sans savoir que la destination finale c'est la mort. D'autres s'occupent des malades, des blessés. Donc ça donnait un petit côté, pour certains déportés disaient souvent de voir qu'il y avait un wagon sanitaire. C'était peut-être l'idée selon laquelle c'était à la fois interrogatif, c'est-à-dire comment on peut dire que ces gens vont partir pour destination du travail, mais de l'autre côté, les gens n'imaginaient pas le terrible destin de ces malades. Et donc, lorsqu'ils arrivent sur le quai d'Auschwitz, à partir de bien souvent, la personne qui est chargée de la sélection, c'est un médecin SS qui aborde un caducée. Alors, il n'y avait pas, c'est important de le dire, je vous interromps, bien sûr qu'il y avait Mengele, mais il n'y avait pas que lui. Et il y avait d'autres médecins SS parce que dans l'imaginaire populaire, on pense qu'il y avait que lui, très très loin de là, et vous l'expliquez très bien dans le livre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que au sein du camp d'Auschwitz-Birkenau, les médecins SS jouaient un rôle fondamental puisque c'est eux qui étaient à toutes les étapes de la chaîne d'extermination. C'est un médecin SS qui était chargé de faire le tri et de séparer les femmes, les enfants, les vieillards et les personnes inaptes au travail à l'arrivée. C'est un médecin SS qui était chargé d'apporter, en fait, de surveiller, ou en tout cas un infirmier SS parfois, de surveiller l'arrivée, en fait, du Zyklon B, de s'assurer que l'opération de gazage avait bien été réalisée dans les normes, et une fois, les médecins SS jouaient aussi également un rôle important puisqu'ils étaient chargés de gérer le flux des entrées à Auschwitz et le flux des sorties. C'est ce que Robert Lifton, un médecin un écrivain américain, un psychologue américain a appelé l'écologie d'Auschwitz. C'est-à-dire que, en fait, généralement, le nombre de personnes qui rentraient à Auschwitz-Birkenau était fonction des besoins du camp en travail, mais également en fonction du nombre de décès. Oui. Et donc, il faut comprendre, et ça, je crois que ça, c'est ce que j'ai bien pris la mesure, c'est que, en fait, ces médecins SS vont jouer le rôle de sélection après dans le camp, dans les infirmeries, parce que, immanquablement, au bout de 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, la plupart des déportés, pratiquement, on n'a pas de pourcentage, mais on voit que sur certains convois, c'est 90% au bout d'1 mois, 2 mois, les gens tombaient malades ou avaient été victimes de blessures à la suite de brutalité et donc se retrouvaient à l'infirmerie. Et eux, dans les infirmeries qui n'avaient de nom que ce mot infirmerie, alors que c'était des mouroirs, c'était des revires, ils étaient chargés en fait d'envoyer les malades à la chambre à gaz. Mais je crois que ce qui est très très important, c'est de voir que c'était des bons pères de famille, c'était des gens qui avaient, on a vu des fois des correspondances de ces médecins nazis qui demandent des nouvelles de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs belles-mères, de leurs belles-sœurs, et qui, dans la même journée, participent à l'extermination de milliers de juifs. Et je crois que c'est très important, et je crois qu'un des éléments... C'est un paradoxe énorme. Est-ce qu'on comprendra un jour ? En fait, moi, je crois qu'on le comprendra d'autant moins que c'est des gens... et ça, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que
en fait, quand le nombre de médecins était relativement peu nombreux à Auschwitz, en moyenne 7 à 8 médecins, mais SS, mais il jouait un rôle fondamental en fait dans l'organisation. Et l'un parle même par métaphore, il dit le terme Auschwitz, c'est comme un tapis roulant qui va à l'extermination. Oui. Et ce que je dis souvent aux étudiants, c'est que le 6 juin 1944, il a été tué entre 8 et 10 000 juifs à Auschwitz. C'était les juifs le plus souvent qui venaient de Hongrie. Mais sachez que le 6 juin 1944, il a été tué beaucoup plus de juifs à Auschwitz que lorsqu'on fait le compte des pertes américaines, anglaises et françaises, également allemandes, sur le front de Normandie. C'est-à-dire qu'on imagine l'énormité du massacre qui a eu lieu. C'est-à-dire que c'est bien que vous fassiez là une comparaison parce que voilà, c'est ça aussi Auschwitz. Et c'est 1,1 million de Juifs qui ont été massacrés dans ce qui constitue le camp le camp d'extermination dont on doit se rappeler aujourd'hui qu'il est unique dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr. Alors bon, vous décrivez dans votre livre toutes les étapes de l'extermination de la France jusqu'à Auschwitz. Et vous parlez également donc de ces médecins, vous parlez également de la bravoure des médecins du Revire, de l'infirmerie, qui essayaient malgré tout de soigner et de sauver, avec le très peu de moyens qu'ils avaient, autant de patients que possible. Oui, alors... Et ça, c'est important de le préciser. Voilà, je parle des médecins juifs. Et en même temps aussi, j'ai découvert dans votre livre qu'il y avait des déportés qui se faisaient passer pour médecins alors qu'ils ne l'étaient pas, parce que le Revire, en tant que soignant, je m'excuse d'employer cette expression, c'était un peu la planque. Oui, alors... On est d'accord ? Oui, en fait, les conditions de vie dans le Revire, pour les soignants, étaient radicalement différentes que celles de tous les déportés. Voilà. Mais il y a deux façons. Quand vous avez, alors c'est vrai qu'ils avaient, par rapport à l'ensemble des déportés, un statut privilégié. Oui. Là, on a parlé de Alfred Nakache. Mais oui. Alfred Nakache avait fonction dans le Revire de Monowitz de masseur kinésithérapeute. Il y a la pièce là qui démarre. Voilà. Mais vous l'avez vue ? Non, je l'ai pas vue. Mais ce que je veux vous dire, c'est que en fait, vous avez immanquablement les déportés qui tombaient malades, allaient ou qui avaient une blessure, se retrouvaient dans le Revire. Sur place, en fait, dans le camp d'examination, il y avait deux types de sélection. Il y avait la sélection dans le camp, où là, tous les déportés passaient devant un médecin SS qui jugeait et qui éliminait les personnes jugées incapables de travailler. Et puis, en dehors de ça, 2, 3 fois, une fois par semaine, tout dépend du camp, vous aviez des sélections dans les revirs. Oui. Donc le Revire, pour les déportés malades ou blessés, c'était à la fois un havre de paix, c'est-à-dire un endroit où ils étaient tranquilles, où ils pouvaient un peu se reposer, mais où il y avait en fait l'épée de Damoclès Exactement. De la sélection. Et c'est vrai on le comprend très bien, c'est parfaitement Et décrit. en fait, en lisant par exemple le livre La Nuit de Elie Wiesel, on voit il est blessé. Il se retrouve dans un Revire, il a une blessure et il dit que le médecin lui fait un tout petit pansement pour que le médecin SS qui va faire la sélection ne pense pas qu'il soit incapable de retravailler. Et les médecins déportés vont avoir un rôle très important parce que parfois ils rentrent dans des discussions avec les médecins SS, ils font passer des typhus. Le typhus était immanquablement la chambre à gaz immédiatement par peur. Les Allemands avaient peur du typhus. D'ailleurs, il y a quelques médecins SS qui sont morts du typhus. Il y a quelques SS dans le camp qui meurent. Et en fait, il dit non, c'est rien, c'est une simple grippe. Donc il y a en fait beaucoup de gens qui vont être sauvés, mais de Milo Adener qui a été sauvé par un médecin. Enfin, tout le monde est sauvé par. Je donne toujours l'exemple de Marcel Vincent qui m'avait raconté que il était complètement amaigri et le médecin lui dit est-ce que tu as eu la diphtérie ? Il dit oui, j'ai eu la diphtérie et il le met dans un bloc où il y a que des malades
qui souffrent de diphtérie, mais les diphtéries se manifestent par une angine extrêmement douloureuse qui empêche de manger. Donc, il va en fait pouvoir manger dans ce bloc la soupe que les autres ne peuvent pas ou le pain que les autres, ce qui va lui permettre de remonter la pente. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces médecins déportés juifs, en particulier les médecins déportés juifs français, vont établir une sorte de code d'éthique visant en fait à favoriser en premier les jeunes. Et donc, toute personne jeune qui a survécu le doit souvent à ces médecins déportés, c'est-à-dire qui vont les aider. Vous leur rendez véritablement hommage. Et quand le titre de votre livre, et ça je l'ai compris à la lecture, les médecins d'Auschwitz, c'est aussi les déportés médecins. Tout à fait. Ou les médecins déportés. C'est des gens, en fait, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés et donc, alors parfois ils vont participer à des sauvetages, ils vont participer à des aides, mais parfois ils sont en contact direct avec ces médecins SS parce que à côté de ça il y a le versant le plus horrible, c'est les expérimentations. Alors justement, je voulais qu'on en parle parce que vous avez un chapitre qui s'intitule le programme expérimental du docteur Mengele. Et ça, malheureusement, c'est de l'ordre de l'insoutenable. Oui, en fait... Surtout qu'en plus, enfin, bon, vous l'expliquez très bien, je vous laisse parler. Oui, en fait, il faut comprendre que les médecins SS, dans le cadre d'Auschwitz, avaient un rôle fondamental. C'est-à-dire qu'il y a 4 000 à 5 000 gardiens, mais il y a à peine 7 à 8 médecins qui jouent un rôle fondamental dans toute l'organisation de l'extermination des Juifs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez... La plupart c'est les seuls intellectuels dans ce camp parmi les SS. C'est-à-dire que on a revu tous les dossiers de tous les SS. À peine 5,5% des SS avaient un niveau supérieur, enfin d'enseignement supérieur. Et donc, parmi ces médecins SS, certains ont envie en fait de profiter de leur séjour à Auschwitz. Parce qu'ils ont tous les droits pour faire des expérimentations. Pour certains vont apprendre des gestes chirurgicaux. Certains vont en fait faire des expérimentations. Et c'est là où c'est important. C'est de dire que les médecins SS ne faisaient pas des expérimentations comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des règles précises pour les expérimentations. Toute expérimentation ne pouvait être réalisée que s'il y avait une collaboration avec un service universitaire en Allemagne ou en Autriche. Ça veut dire collaborait avec certaines universités, vous l'expliquez très bien. Et donc, pour Mengele, on a créé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a travaillé en étroite collaboration avec des services universitaires qui ont profité de son travail de recherche, qui n'était pas vraiment un travail de recherche, mais après la guerre, tous ces universitaires allemands qui ont continué à exercer, qui ont continué leur programme de recherche, qui ont été honorés. Certains ont eu des prix, certains ont exercé jusque dans les années 70. Ils ont tout fait pour qu'on oublie leur implication dans les expérimentations à Auschwitz. Alors vous expliquez ça, j'avoue que je ne le savais pas, que Mengele en fait visait un doctorat après la guerre. Alors il avait deux doctorats, il avait un doctorat de sciences. Oui. Il était spécialiste des becs de lièvre, des fentes labiopalatines, et son rêve c'était de devenir professeur de génétique. Voilà. Et donc, lorsqu'il se retrouve tout à l'heure, je l'ai dit... C'était pas un doctorat, c'était professeur, excusez-moi. Oui. Et donc, son professeur, qui est son mentor, qui s'appelle Othman Verschuer, qui va avoir tous les prix, qui va avoir toutes les chaires après la guerre, lui dit, profitez de ce séjour à Auschwitz pour augmenter votre curriculum vitae. Et là, il va utiliser les médecins juifs qui sont sur place, des pédiatres comme Berthold, des tas de personnes, pour que des pédiatres, des chercheurs, des radiologues, pour en fait l'aider à faire ses recherches. Et en fait, ce qui se passe, c'est que après la guerre, on va créer le mythe du savant fou pour dédouaner l'ensemble des professeurs des universités impliqués. Et donc, par exemple, l'idée selon laquelle il voulait créer une race aryenne et qu'il sélectionnait des jumeaux est complètement farfelue. La vraie histoire, et je l'explique, c'est que on voulait tester des médicaments, c'est-à-dire il y avait une sorte de course à la recherche aux médicaments. Or,
pour voir l'efficacité d'un médicament, on crée une maladie, on injectait un virus ou une bactérie chez 2 jumeaux. À l'un, on donnait un médicament et à l'autre, on ne donnait pas le médicament. Et Mengele notait scrupuleusement les résultats de ces expérimentations. Et ça permettait et c'est ça l'objectif d'avoir des jumeaux. L'expérience sur les yeux, en fait, Mengele a vu les enfants, une famille de gitans qui avaient des yeux verrons, c'est-à-dire un œil bleu et un œil marron. Et un œil marron. Et là, ce qu'il a fait, c'est que il a réuni cette famille, il l'a fait tuer et il a enlevé leurs yeux, qu'il a envoyé dans un service par une femme qui s'appelait Madame Magnussen, qui a étudié ces yeux de cette famille qu'elle avait reçu d'Auschwitz. Elle a reçu par la poste, c'est-à-dire elle a reçu un paquet avec des yeux dans du c'est formol. atroce, oui. Elle a publié après la guerre le résultat de ces expérimentations et elle était considérée comme la plus grande spécialiste de la pigmentation de l'iris. Donc tout ça pour dire que bien entendu, Madame Magnussen a complètement occulté cet événement. Et donc, il était plus facile de dire que Mengele faisait et récoltait des yeux parce qu'il voulait créer une race avec des yeux bleus. Alors que dans la réalité, il était complètement lié donc au mouvement universitaire allemand. Tout à fait. Et qui collaborait avec lui en occultant un peu, comme vous le dites, la face Auschwitz, entre guillemets. Et d'ailleurs, après la guerre, quand il va y avoir le procès des médecins de Nuremberg, oui, il va y avoir cette phrase que je dis toujours, les médecins qui ont été jugés, ou les médecins dans les camps, ne constituaient que la partie émergée de l'iceberg. Oui. Et ça, c'est important. C'est-à-dire et que ça, c'est nouveau comme façon de voir c'est ça. Les choses, parce qu'il a fallu du recul, des documents, justement pour en arriver à ces conclusions. Bruno Aliwa, vous avez mis combien de temps à écrire ce livre ? À peu près 10 ans. Ça m'étonne pas, c'est une bibliographie extraordinaire que vous nous donnez. Ça nous permet d'aller plus loin dans la connaissance des faits et vraiment on ne peut que vous en remercier. Alors quels sont vos projets ? Parce qu'évidemment vous en avez. Oui, écoutez, beaucoup de projets, mais c'est vrai que on a parfois envie en fait on alterne. De marquer une pause quand même parce que c'est très très dur. Déjà, c'est vraiment à découvrir, à transmettre. Ça c'est indéniable. Mais j'imagine qu'avec la thématique de vos livres, vous êtes beaucoup là-dedans, faut le dire. Oui. En tout cas, merci Lise, parce que vous m'avez toujours accueilli. Depuis le premier livre, vous m'avez toujours encouragé. Et c'est avec des gens comme vous, avec des journalistes comme vous, qu'on a envie de continuer. Merci beaucoup. Alors, Bruno Aliwa, Les médecins d'Auschwitz, préfacé par Claude Quetel, paru aux éditions Perrin. Merci, bonne journée à vous quand vous le souhaitez, et toujours d'ailleurs sur Radio J. Nous, on continue.